Bonsoir famille, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, Prosper. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous et de partager ces quelques heures de discussion. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites? Alors, je suis Femi Hanson-Yovo, je suis architecte et chercheuse et je dirige un studio de recherche et d'architecture qui s'appelle SA Studio et on est basé à Cotonou au Bénin. Voilà. Ok. Euh, comment est-ce que tu es venu à l'architecture? Comment je suis venue à l'architecture? Bon, c'était bon, on va dire que. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'intérêt de base, mais je trouvais tout simplement Polymath? que l'architecture. Pardon? Polymath? Exactement, voilà, polymath et donc je trouvais que, heu, je cherchais en fait un truc qui faisait le lien un peu avec le monde technique, entre guillemets, le monde créatif et à l'époque, l'architecture me semblait être la chose la plus pratique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un côté artistique et créatif, mais il y avait un côté aussi très palpable, très, mise en œuvre et tout et comme je dis aussi, ben, on a grandi en Afrique, donc je me voyais mal dire à mon père: «Ah bah, ben, je vais être peintre» ou bien, voilà quoi donc et puis j'avais aussi pas forcément une éducation plus artistique, plutôt peut-être que si j'avais eu, une éducation artistique plus poussée, plus tôt, ça m'aurait peut-être mieux permis de pouvoir, choisir un autre chemin peut-être ou pas. Et à côté de ça aussi, moi j'aime la mode donc comme je dis souvent aussi, si j'avais grandi en Europe, je pense que j'aurais fait de la mode donc et j'en fais quand même donc voilà quoi. Voilà un peu pourquoi, je suis là. Et puis après, finalement, je suis très contente d'être, en tout cas d'avoir appris le métier d'architecte parce que c'est une manière de penser qu'on nous apprend. Après, tu peux l'appliquer à plein, plein, plein de choses donc voilà. C'est quoi la manière de penser? Comment pense un architecte? Comment pense-t-on? Tu résous des problèmes. Tu résous des problèmes, d'espace. Quand tu es architecte, tu résous des problèmes, liés à un besoin. On vient te donner un besoin ou tu identifies un besoin tout seul. Moi, j'aime bien identifier les besoins toute seule. Tu identifies un besoin qui existe tout simplement, un besoin que tu as souligné. Tu vois qu'il y a une zone en fait qu'on pourrait, où on pourrait améliorer certaines choses et souvent, faut pas oublier l'architecture de base, c'est quand même un métier, à d'utilité publique dans la loi, des archives français. Donc ça veut dire que c'est un métier pour le grand monde, pour le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes, enfin pas des problèmes, mais il y a des choses à résoudre, des questions, d'habitat, des questions de ville, des questions d'espace. Comment partager l'espace qui est autour de nous, pour en faire des maisons, pour en faire des bureaux, des centres commerciaux. C'est ça le métier de l'archi. Donc tu résous ces problématiques-là et quand en école d'archi, on t'apprendra souvent en école d'archi, on t'apprend à résoudre des problèmes et à conceptualiser, mais on nous apprend un peu moins, la réalité des choses. Donc finalement, tu apprends à penser, c'est-à-dire à trouver un problème, à trouver ses, contraintes, ses zones, ses forces et ses faiblesses, à trouver justement dans les contraintes du site les réponses les réponses vont émaner juste souvent des contraintes du site et donc ça permet, très rapidement de déterminer une solution qui est adaptée aux besoins, au contexte, au lieu et cetera. Et quand tu finis de faire ça, pour l'espace, ben, tu es capable de le faire pour un objet de design, un objet du quotidien, tu es capable de le faire pour un vêtement. Par exemple, si quand moi je dessine des vêtements, mon problème, c'est la question du climat et la question du confort et la question de la praticabilité, tu vois? Quand je dessine un bâtiment aussi, la question est comment on va d'un point A à un B, comment c'est ventilé, comment on se retrouve. Donc comme je dis, en fait, on a des problèmes et puis on les résout, et c'est des problèmes, aussi liés à l'aspect esthétique. Donc on a souvent un aspect technique des différents problèmes et un aspect esthétique et c'est à nous, de par notre bagage, de par notre, histoire, de par notre, vécu personnel aussi, de par nos sensibilités, d'apporter des réponses qui soient adaptées, à toutes ces choses-là mises en commun. Tu, euh, tu as dit tout à l'heure qu'en Afrique, ça aurait été moins évident de faire de la peinture ou de faire de la mode classique. Est-ce que à l'époque, je veux dire, est-ce que après ton bac, tu avais déjà conscience que artiste, c'est un métier qui pouvait être précaire? Non, j'avais pas conscience de forcément la précarité ou quoi que ce soit du tout j'avais pas conscience du côté, financier de la chose, mais j'avais juste conscience du côté social de la chose. Ça veut dire que quand tu annonces que tu vas être artiste à tes parents, ils vont pas sauter comme si tu leur dis que tu vas être docteur, tu vois?
Par contre, quand tu leur dis que tu veux être architecte, bon, ils voient plutôt le côté bâtiment, côté entrepreneur. Donc, pour le moment, ça passe, même s'ils ne se rendent pas compte de ce que je leur ai préparé derrière. Qu'est-ce que tu le préfères derrière? Justement, j'ai pas envie de faire du bâtiment comme tout le monde. Oui, Donc, au final, je sais pas s'ils auraient raison de me laisser faire. C'est qu'ils auraient dû me faire faire au docteur directement. oui, Parce que l'architecture que je pratique est pas du tout, en tout cas, elle ne se veut pas être classique. classique. Est-ce que c'est vrai que l'architecture est la, la meilleure des arts? Dans le sens de, est-ce que quand tu arrives à dessiner un bâtiment, est-ce que c'est vrai que tu es capable de dessiner un bijou? Ou c'est vrai? Oui, Tu oui penses? et non. Oui et non, ça dépend. Ça dépend du type de profil qu'on est et des sensibilités qu'on a. Ok. Moi, je vais au-delà de la question de joaillerie ou bien etc. Si Je on dis prend pas quelqu'un comme forcément un bijou, mais je veux dire, l'idée c'est que quelqu'un qui arrive à dessiner un bâtiment peut tout dessiner. Peut dessiner toutes les échelles et tous les produits et peut tout concevoir. Est-ce que tu penses que c'est vrai? donc tu veux dire qu'on peut dessiner toutes sortes de produits, tu veux dire, c'est ça? En tout cas, c'est l'idée reçue. Il y a beaucoup de jeunes étudiants ou de jeunes qui ont leur bac et qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent au design, à qui on dit justement que, bah, avec une éducation, mais avec la rigueur d'éducation que donne l'architecture, ils sont capables, après coup, de dessiner tout ce qu'ils veulent, de créer tout ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est vrai? Si ce côté-là, moi, je suis d'accord avec ça. Ok. Parce que moi, en tout cas, pour moi, ça rejoint un peu le côté un peu polymathe de la chose, le côté, en fait, où tu es capable de faire tout, et le côté aussi où on t'apprend à réfléchir et à résoudre un problème. Donc, que ce soit un problème de joaillerie, un problème de vêtements ou un problème de bâtiment, en tout cas, on va dire, en théorie, notre cerveau est capable de tout concevoir. Parce qu'on apprend la rigueur, on apprend le dessin, on apprend la rigueur, on apprend la gestion d'un projet, on apprend l'organisation du temps, on apprend à travailler avec le client, on apprend à résoudre un problème avec le client, on apprend aussi tous les outils graphiques possibles et inimaginables. Donc, effectivement, tu apprends une certaine palette qui te permettent de résoudre un très grand nombre de problèmes possibles et inimaginables. Maintenant, après, il revient à l'accessibilité de chaque personne de s'orienter vers, une chose ou une autre. Mais par contre, je sais qu'en tant qu'architecte, on fait des très bons designers de mode. Bah, comme Virgil Abloh ou comme d'autres personnes, ils sont nombreux. On fait des très bons curateurs aussi, parce qu'on a une très grande culture générale. On fait des très bons galeristes, on fait des bons, scénographes, on fait, des bons directeurs culturels, par exemple, voilà. C'est quoi un directeur culturel? Oui, je vais dire, on fait, c'est-à-dire que si tu as un rôle, dans une organisation culturelle, par exemple, Ok. heu, comment on sait gérer un projet, comme on connaît, la créativité, comme on sait gérer un projet, gérer un client, on connaît la créativité, on connaît le budget, on est très bon gestionnaire de projet. Si tu nous donnes un projet culturel à gérer, on sait très bien le faire. Donc tu peux trouver des architectes qui font finalement être directeurs d'institutions culturelles, par exemple. Mhm. Et qui vont être galeristes, qui vont être curateurs, qui vont travailler aussi dans l'événementiel un peu, c'est-à-dire tout ce qui est côté culture et art, en fait. Mhm. Parce que notre culture générale nous permet vraiment de couvrir le plus grand, possible de choses. Mhm. Et comme je dis, après, c'est en fonction des affinités de chacun que va naître un intérêt pour, tel ou tel aspect du métier ou d'un autre métier qui n'est pas le nôtre. Et il y a aussi, ben, les architectes, comme on dit, architectes de papier, c'est-à-dire ceux qui font que de la conception, par exemple, qui font pas du chantier. Les architectes font aussi des très bons écrivains parfois, voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu peux dessiner des meubles aussi. Enfin, franchement, c'est vrai que c'est une formation qui te donne des bases solides. Après, c'est pas une formation, comme on dit, on a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mhm. C'est-à-dire que quand tu rentres en architecture en première année, Le enfin, filtre est très voilà, quand serré. tu finis en troisième année, tu vois le truc réduire comme ça, tac, 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 si vous étiez 50. Mhm. En troisième année, vous allez sortir à peut-être 25 ou 30. Et puis en master, vous allez sortir à 20. Et ensuite, ceux qui vont pratiquer, vous allez sortir à 10. Et ceux qui vont ouvrir leur propre Agence agence, ils vont être 2 oui. ou 5. Mhm. Voilà. Donc voilà, c'est tout un chemin. Et après, il y a plein de gens qui vont faire d'autres choses, voilà, etc., etc. Voilà.
Donc, surtout après dans le monde, quand on n'est pas uniquement en Afrique, mais qu'on est dans le monde entier, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous en tant qu'architectes, quoi. Mais du coup, toi, tu avais conscience de ce que l'éducation à l'architecture pourrait t'ouvrir les portes de la création en général, non? C'est pas, non, 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 c'est pas quelque chose qui est advertised, c'est pas quelque chose qui est publié en tant Oui. qu'architecte. Venez, faites, non. C'est juste que, en fait, quand tu te rends compte des choses qu'on t'a apprises et tu vois finalement, en fonction des parcours de vie des uns et des autres, tu vois en fait ce qu'on t'a donné comme type d'outils dans ta boîte à outils, qu'est-ce que tu as acquis et tu vois vers quel type de métier tu peux t'orienter plus tard. Ok. Effectivement, souvent, il y en a en école d'archi, ils savent qu'ils vont pratiquer l'architecture. Et ici, il y en a qui savent qu'ils ne vont pas pratiquer, mais qui Hmm. vont jusqu'au bout pour avoir le diplôme, pour être architecte, pour aussi avoir le diplôme, pour le statut aussi que ça donne. Bon, moi, je sais pas si c'est vrai, mais il y a aussi une sorte de prestige d'être architecte qui paraît en tout cas. Et puis après, ben, chacun se dirige vers un peu ce qu'il veut. Moi, j'avais un ami il faisait des illustrations immenses, des illustrations sur, je sais pas, A0. Mais il a fait son diplôme d'archi et il a fait son diplôme d'archi à la main en dessinant tout. C'est-à-dire tout, il a tout dessiné à la main avec un stylo noir. Tous les bâtiments, tout son diplôme, il a tout dessiné. Il avait rempli une pièce complètement de choses blanches et noires. Il a fait des maquettes. Il savait qu'il allait pas être architecte après son diplôme, hein, mais il a fait son diplôme d'architecte. Et il travaille dans l'illustration maintenant. Il travaille Ok. dans l'illustration, tout simplement. Ok. Voilà. Et Intéressant. il est illustrateur et puis il fait des projets d'architecte si ça lui plaît. S'il a les clients, il fait des petits trucs et puis voilà. Intéressant. Mais du coup, dans la palette des choses que tu peux créer aujourd'hui, par exemple, tu as dit que tu faisais tu faisais de l'architecture, tu faisais du mobilier, tu faisais pardon, pas tu faisais, tu fais de l'architecture, du mobilier, de la mode, etc. Des bijoux, c'est quoi ton sujet préféré? Est-ce que ça reste l'architecture? J'ai pas de sujet préféré. Non, j'ai pas de sujet préféré. Non, en fait, je sais pas. En fait, on va dire que je trouve, enfin, c'est pas que je trouve, on va dire que, oui, je trouve, et j'ai évalué que pour moi, l'architecture, c'était, surtout en Afrique, c'était une sorte de nécessité. C'est la partie qui aurait le plus d'impact. Exactement. C'est un besoin urgent et pressant. Et c'est un endroit où il faut avoir quand même des gens qui, au-delà de faire comme moi, je dis maintenant, je sais pas si petit à petit, tu vas en prendre conscience, mais il faut qu'on puisse s'éloigner des gens qui veulent uniquement produire du mètre carré. Parce que l'architecture, c'est ça. L'architecture, c'est une commodité aujourd'hui. C'est du capitalisme, l'architecture. L'architecture, c'est un bâtiment. Un bâtiment, c'est un bien, ça a une valeur. Tu l'achètes, tu le vends, tu en possèdes. Tu l'achètes, tu le poses. Dans 20 ans, il a une valeur, ça tombe bien, etc., 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 etc. L'architecture, aujourd'hui, c'est une commodité. Alors que c'est censé être aussi un bien fondamental humain, c'est-à-dire to have a shelter, to have a roof on your head. Tu vois, c'est des choses basiques. Voilà, quand les gens vivaient dans des caves avant, c'était pour se protéger des éléments. Quand on vit dans des caves, c'est pour se protéger des éléments. C'est un besoin basique fondamental. C'est un besoin qui est près de celui de se nourrir et de se vêtir de base. Si on veut être vraiment honnête et on veut se rapprocher voilà, de quelque chose de vraiment terre à terre. Tu vois. Donc déjà, c'est ça la base de l'archi, de base. Donc si tu veux faire des choses comme ça et que tu regardes un peu les environnements dans lesquels on est, où c'est des questions de développement, des questions d'économie d'échelle, et du coup ça devient des questions de budget, donc des questions d'argent, des questions aussi de qui, euh, qui, Qui paye? je sais pas, qui fait la ville, pour qui construit pour qui fournit qui est-ce qui fournit les détails d'architecture? Parce que par rapport, on importe tout au Bénin, par exemple. On importe les portes, on importe les fenêtres, tu importes les cadres de queue, tu importes tout. Pourtant, on pourrait faire des portes en bois, des choses comme ça. Donc, c'est juste pour t'expliquer que moi, c'est quelque chose, ça prend du temps pour qu'on s'en rende compte, mais l'architecture, c'est quelque chose qui est purement, c'est quelque chose de très social, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde.
Et comme c'est social et comme c'est un besoin fondamental, au lieu que ce ne soit qu'un besoin fondamental, ça devient aussi une commodité et ça prend une place très importante dans le monde dans lequel le capitalisme, etc. Et ça prend beaucoup de place dans la globalisation, dans l'import-export, dans comment est-ce qu'on influence les cultures, etc., etc. Donc finalement, l'architecture, c'est quelque chose qui quitte finalement très facilement la main des architectes. Et d'ailleurs, je ne sais plus, quelqu'un dit que l'architecture est trop importante pour qu'on la laisse aux mains des architectes seuls. Et je pense que cette personne a raison, parce que c'est une chose de plusieurs personnes. Et donc, pour revenir donc à pourquoi je suis attachée à l'architecture, c'est donc parce que donc dans toute cette, tu vois un peu toute cette équation que je viens de t'exposer par rapport aux influences de ce que c'est que juste l'objet de bâtir. Toi, tu penses que tu vois une maison, mais tu vois pas. C'est comme quand tu prends un iPhone, mais tu vois pas qu'il y a le coltan au Congo, des choses comme ça, la Mhm. globalisation qui utilise, voilà. Et ben, c'est la même chose avec le bâtiment, tu vois, surtout dans des endroits anciennement colonisés comme le nôtre. Enfin, tu vois, il y a des choses qui, au départ, tu dis non. Bah, comme moi, je pensais, oh, je vais juste faire des jolies petites maisons. That's what I like to do, tu vois. Et puis, après, non, tu fais pas des maisons. Après, tu dis, ah, ben, en fait, et pourquoi on fait pas des portes en bois persiennées? Ah, non, mais généralement, on aime bien porter les portes aluminium de l'extérieur. Ça vient de la Chine. Et finalement, ça donne une écriture qui n'est pas la nôtre. Alors que si on faisait nos propres portes en bois, ça ramène une écriture locale avec une économie locale, tu vois. Donc, automatiquement, on commence à rentrer dans des choses. Alors, quand toi, tu penses à un objet, quand tu vois un objet, un bâtiment, mais en fait, il y a toutes les ramifications économiques, sociales, démographiques, culturelles, etc. qui vont avec. Donc, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'archi, mais c'est aussi ce qui fait sa grande complexité. Donc, par rapport, donc, pour revenir donc, à ce que je disais, je trouve donc que c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser uniquement aux gens qui veulent faire du mètre carré. Donc, pour ne pas laisser ça aux gens qui font du mètre carré uniquement, ben, il faut quand même se poser dessus et essayer de trouver des solutions. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Mais comme je ne peux pas aussi me flageller dans la vie et que j'aime bien avoir du fun et être en paix aussi, l'architecture, ça a une timeline qui est très longue. Un projet bâtiment, ça va faire 2, 3, 5 ans. Et du coup, avoir des projets créatifs qui ont des timelines plus courtes, C'est vrai. ça permet de donner des respirations et des moments un peu, on va dire, et aussi des moments de réalisation. Parce que tu fais une photo, tu fais la photo, bah, tu vois la photo. Mhm. Tu fais une photo au bout de... Ou par exemple, tu montes une expo, au bout de 6 mois, tu sors l'expo, au bout d'un an, de 2 ans, bah, l'expo est terminée, un bâtiment, tu peux être encore dessus pendant 10 forever. ans. Tu Ouais. dessines un meuble, au bout de 3 mois, si tu es même fâché, en 2 mois, si tu vas chez le menuisier, tu sors ça, tu fais des protos, en 6 mois, tu peux sortir un meuble. En même 2 mois, en un mois, tu peux sortir un meuble. Un bâtiment, sortir de terre, c'est minimum 1 an et demi. Mhm. Donc, face à cette Sans timeline, parler de toute la phase d'études, de voilà, recherche. exactement, voilà. Donc, face à toute cette timeline-là, très longue et tout, avoir des projets et créatifs qui ont des timelines plus courtes, ça devient quelque chose de, en tout cas pour moi personnellement, ça devient quelque chose qui relève même d'un besoin, c'est-à-dire un besoin même d'avoir des respirations, des zones un peu plus légères, parce que l'architecture aussi, finalement, il y a la partie conception, la partie réflexion qui est très intéressante, mais la partie chantier, c'est toute une autre galère et c'est tout un autre, et finalement, la partie chantier, c'est aussi là que se manifestent toutes les frictions possibles, c'est-à-dire toutes les questions de budget, les questions de pouvoir, les questions de budget, de pouvoir. Donc c'est un endroit qui est très fatigant. Ça peut prendre beaucoup Presque dangereux. d'énergie. Pardon? Presque dangereux. Presque dangereux, voilà, tout à fait. Donc ça te prend beaucoup d'énergie et il faut toujours être en contact avec les gens et c'est beaucoup de... Tu tires, tout le monde se jette la patate chaude. Et puis c'est beaucoup de tirer, tirer, tirer. C'est beaucoup de politique, il faut se tenir bien, il faut protéger ses arrières, etc. Bon, ça c'est notamment dans le public. Dans le privé aussi, mais c'est quand même assez fatigant. Donc, face à tout ça, voilà, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est pas possible de faire que de l'archi. Et du coup, par contre, pour le moment, dans un endroit comme le Bénin, c'est peut-être plus difficile pour le moment de faire du mobilier ou des trucs comme ça. Tu peux le faire, hein, tu peux sortir ça, mais il n'y a pas forcément non plus une très grande demande. Donc, si c'était par exemple dans un endroit comme la Côte d'Ivoire, là, il y a une demande et un volume qui peut sortir
très vite, et cetera. Même le Ghana, le Sénégal, là, c'est vraiment des endroits où tu peux sortir des volumes, de manière vraiment, conséquente, et cetera. Et donc pour revenir à ce que tu disais, du coup, j'ai décidé de faire de l'archi. Et ben, comme j'ai expliqué un peu tout ce qui sous-tendait un peu l'architecture, dans toute cette équation-là, bah, c'est pour ça que je choisis de faire de la recherche. Et donc à côté de ça, bah, l'idéal, c'est que je pourrais trouver donc des timelines plus courtes comme ça, ou bah, comme les projets de recherche, mais c'est même encore pire même que l'archi, parce que c'est là où Ah on bon? réfléchit à comment faire l'archi, donc c'est encore plus long que faire un bâtiment, là, c'est pire. Et donc, face à tout ça, du coup, moi, bah, l'idée, c'est de trouver un peu des différentes timelines, c'est-à-dire sur le même délai de temps, avoir des projets un peu plus courts et des projets plus longs, et avoir des projets différents. Ça te permet de rester éveillé, ça te permet de t'amuser. Et puis souvent, les projets plus petits, faire un bijou, c'est très compliqué, c'est peut-être pire qu'une maison. Ou faire un gros projet, parfois, c'est peut-être plus facile que faire un petit projet, parce que, par exemple, tu commences à dessiner les détails, nani tu fais le meuble, tu dessines le truc, voilà. Donc voilà, après quand il y a toutes ces échelles-là, moi personnellement, c'est quelque chose où je me retrouve, de devoir un peu, switcher, je sais quoi, ça me plaît. Ça me permet de rester on my toes. Et puis, bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime mon métier. Mais justement, avec la quantité d'enjeux et la quantité de problèmes que l'architecture doit résoudre, est-ce que c'est une bonne idée même en termes de santé? Est-ce que c'est une bonne idée, bah, comme tu disais, de faire de l'architecture le problème des architectes à eux tout seuls? Ou à eux principalement d'ailleurs? Justement, et c'est là aussi où, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit l'anecdote, qui a dit, «Architecture is way too serious to leave it to architects only». C'est-à-dire, en fait, ben, c'est trop, hem, C'est trop mais violent. c'est non, c'est pas une question de violence, c'est une question de d'interdisciplinarité. Puisqu'on résout des problèmes sociaux, et finalement, problème social, ben, ça a des ramifications économiques, sociales, culturelles, et cetera. Et en fait, je pense que c'est là où souvent, tout le monde manque de ça, hein, que ce soit en Afrique ou, dans le sud ou dans le nord. On manque tous un peu de cette, interdisciplinarité-là qu'on pourrait avoir plus, dans l'archi. Mais, dans des endroits encore plus comme le sud, c'est encore plus compliqué, sur des gros projets, d'avoir une interdisciplinarité qui nourrit le projet justement, et permet réellement d'avoir une diversité et une justesse aussi de réponse. C'est quelque chose qui est très, très difficile. C'est quelque chose c'est pas un objectif. L'objectif, c'est de produire du mètre carré, de sortir un DQE, de sortir des métrés. L'objectif, c'est rarement de vraiment résoudre, la question fondamentale qui se pose. Et donc souvent, on appelle finalement très peu d'équipes interdisciplinaires comme on devrait le faire pour avoir un projet. Par exemple, des musées, des choses comme ça, faudrait forcément avoir des historiens, des dignitaires culturels, des machins. C'est des choses qu'on fait de plus en plus, mais voilà, faut pousser la chose, et continuer, voilà. C'est un peu ça. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que j'ai envie de te parler d'éducation? Est-ce que tu veux bien nous parler de tes études, de quelles écoles tu as choisies, pourquoi tu les as OK, choisies, celles? d'accord. Alors éducation d'architecture, alors moi, j'étais en Angleterre où j'ai fait une licence d'architecture. Et j'ai choisi l'Angleterre à cause de l'anglais, tout simplement pour avoir un profil anglophone. Tu parlais C'est que anglais avant ou c'était par peur rousse? et je juste à l'école, mais à l'école, on avait un bon niveau d'anglais quand même. Ok. Et puis après, voilà. Et donc c'était pour l'anglais, pour avoir un profil un peu bilingue. Et puis, par contre, je n'ai pas bénéficié, autant que ça se pourrait, d'une orientation un peu plus pointue sur mon école d'archi, en première année. Parce que bon, si tu n'es pas dans le domaine, si tu n'es ni dans le domaine d'architecture et que tu parles pas encore anglais en arrivant, c'est un peu difficile de vraiment identifier les subtilités du métier ou du type d'éducation. Parce qu'en fait, c'est quand on commence en archi, c'est au fur et à mesure, à moins que tes parents soient archi, qu'on peut te dire, ah, bah, telle école, il y a tel plus, on préfère tel truc, ou il y a des, voilà. Puisqu'il y a quand même un peu des courants, il y a quand même en fonction des écoles, il y a des écoles qui sont plus, on va dire, plus avant-gardistes, un peu, il y en a qui sont plus techniques.
Il y en a qui sont plus, qui poussent un peu le côté ingénieur Traditionnel. aussi. Voilà, non, c'est quelque chose que moi je ne savais pas honnêtement. Donc j'ai pas forcément choisi mon école vraiment en fonction de la direction où ça pourrait me mener. Ça, c'est un privilège que, on va dire, des gens qui sont déjà dans le milieu ont généralement, mais tout le monde n'a pas ce privilège. Donc du coup, moi, j'ai choisi une école pour l'anglais, tout simplement. Et puis après ça, j'ai fait ma licence et par contre, à ce moment-là, j'avais pris conscience donc du type d'école que je voulais faire. Donc j'ai quand même poussé pour avoir, heu, pour avoir cette école-là et finalement pour des questions administratives, j'ai pas pu intégrer l'école que je voulais, C'était mais quelle école? je voulais aller en fait, j'étais en Angleterre, j'étais dans la banlieue de Londres et je trouvais que mon école était pas, je sais pas, ça me plaisait pas. Par contre, j'avais identifié une école qui me semblait beaucoup plus me convenir et et j'ai appliqué, j'ai été reçue, je suis allée même poursuivre le dean, là, j'ai fait ça 2 fois. J'ai poursuivi le dean, j'ai fait un Zoom C'est avec quoi un lui. dean? Le dean, c'est le DEAN, c'est comment on appelle le recteur? Quelque Ok, chose comme ça ou le directeur, voilà. C'est le dean, c'est le head of faculty. ok, Voilà. Donc le directeur de la faculté d'architecture dans les universités. ok. Donc je l'ai poursuivi, je l'ai rencontré, je lui ai amené mon portfolio, on a discuté et tout et j'avais été acceptée et pour des questions administratives de visa, parce qu'il fallait aller au Nigeria, enfin c'était c'était toute une sauce, compliquée. Alors que lui, j'avais été acceptée dans l'école, mais c'est une question administrative, donc ça m'est, tombé à l'eau. Donc j'ai dû retourner dans l'ancienne école. J'ai fini mon année. Pareil, quand je devais aller en master aussi, j'avais identifié une école qui s'appelait Ravensbourne, c'était à Londres et pareil aussi pour une question de visa, une question, compliquée, une question, truc aussi, j'ai été reçue pareil et j'ai pas été, j'ai pas été, dans l'école Inscrite. finalement. Mais du coup, à ce moment-là, je pense que j'étais un peu désabusée de l'architecture. Donc j'ai fait un master en beaux-arts. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis aussi d'explorer un peu le côté, polymath, le côté un peu installation, mais c'était souvent très sculpturel, hein, très architectural finalement, donc c'était quand même très intéressant et puis finalement, je suis retournée en architecture, où j'ai fait et là, je suis allée en France et là, du coup, j'ai fait mon master et je me rappelle qu'en première année de master en architecture, je voulais aller dans une école de mode parce que j'étais comme: «This is bullshit. Ils sont pas sérieux» et puis c'est là que j'ai commencé à réfléchir par rapport au Bénin, à l'architecture. J'ai dit: «Ah en fait, c'est intéressant finalement, ça va». Parce que justement, j'avais vraiment ce gap-là quand j'étais en quatrième année où en fait on me parlait, de concepts, de choses sur le cheveu, sur la soupe, enfin des trucs, enfin Perché. c'est comme je dis, c'est aujourd'hui que j'appelle ça des problèmes, d'architecture de ventre rempli. Architecture de ventre rempli. Architecture de ventre rempli, j'ai un exemple très bien, c'est la fondation Louis Vuitton. C'est un Ok. très, très beau bâtiment, mais c'est inutile, quoi. I'm sorry, mais c'est très, très beau. On est tous contents en tant qu'architecte, on est excités, c'est génial, il y a de la prouesse, c'est génial. Mais quand nous, on n'a même pas encore fini de faire nos caniveaux, tu te dis: «Like you guys are Quand le cube n'est pas construit proprement. quoi». Tu dis? Quand le cube n'est pas encore construit proprement, on s'amuse pas à faire n'importe quoi, quoi. Exactement. Et puis, nous, on a des problèmes de base et les gars sont en train de te faire des voiles et de te faire des comment on appelle? C'était quoi déjà? C'est-à-dire que c'est triple peau. C'est-à-dire qu'il y a une peau métallique, une Une peau en peau en verre. bois, une peau en structure, de bois, voilà, des triangulations en bois, des petites triangulations en métal et ensuite, le maillage en métal avec le verre. Wouh! Franck C'est de la Gehry! performance, quoi. Architecture de ventre rempli, I'm sorry. Donc, quand on me parlait des trucs comme ça, tu vois, moi je me disais, mais les gars, on n'y est pas, quoi. Enfin, je comprenais pas. Donc, en quatrième année, j'étais complètement perdue. Et on me parlait d'histoire, on me parlait de Staline et par exemple, de tout ce qui est fascisme, etc., Europe de l'Est, et puis de comment l'architecture est Un outil de un objet répression. très politique et de répression, de propagande aussi. Et là, I was like, OK, je comprenais pas. Même ça m'intéressait, mais je n'arrivais pas à faire le lien entre ce qu'on m'apprenait et là, d'où enfin, après moi je suis très attachée à l'Afrique de l'Ouest
Donc j'arrivais pas à faire le lien. J'étais comme: «Mais en fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils essaient de me» je comprenais pas, en fait, j'étais très, très perdue. Donc c'est quand finalement je suis venue un été et j'ai eu la chance à l'ESA, à mon école spéciale, toutes les écoles ne donnent pas la possibilité de faire le master, de faire ton sujet de master sur, le territoire que tu choisis. Ok. Ils peuvent t'obliger, par exemple, de rester dans l'Europe, dans la banlieue de Paris ou dans quelque part, dans une zone délimitée. Et à l'école, nous, on avait la chance, chacun choisissait son tant qu'il pouvait s'y rendre et faire ses recherches, c'était laissé le libre choix. C'est ça qui m'a permis, ça a permis déjà, bon, notre école était très internationale, qu'il y avait vraiment des gens, il y avait des Martiniquais, il y avait des Marocains, donc chacun allait dans son territoire. Honnêtement, les gens allaient vraiment souvent chez eux pour traiter les problèmes de chez eux. Très peu de personnes traitaient les problèmes vraiment parisiens ou français. Donc moi, j'ai traité un problème méninois, j'ai traité du logement tout simplement. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire: «Ah, mais en fait, l'archi, c'est pas mal». Et c'est là que je me suis dit: «En fait, je pourrais faire de la mode, mais ce serait quand même bien d'être architecte pour le moment». Donc je pense que c'est un peu là que j'ai pu commencer à faire un peu la nuance et cetera. Et aussi, mind you, dans le temps, je dessinais des sacs que je vendais, et cetera, et ça se passait super bien. C'était très, Tu c'est fabriquais très par toi-même. intéressant. Je Handmade. dessinais et je venais, je travaillais avec des artisans à Cotonou. Moi, Ok. j'ai franchement, quand je vois mes étudiants à DS, je dis: «Oui, c'est bon, ça fait longtemps, on s'est bien battu avec les gens il y a longtemps, en fait, c'est bon». Non, moi, je me suis déjà battue, elle a fait tout ça, donc donc non, donc oui, voilà, moi, je faisais ça, ça me plaisait. Je rentrais à l'été, je regardais là, je disais: «Mais ah, mais il y a t on peut faire ci, on peut faire ça». J'allais me battre avec les menuisiers, les gens, ils comprenaient pas: «C'est qui cette fille-là qui vient chercher quoi? Pourquoi elle» voilà, je comprenais pas. En plus, moi, j'avais dit à la question, cet aspect un peu de la rigueur là, donc j'étais très, très rigoureuse. Je disais: «Non, pourquoi vous faites ça? Faites comme ça, changez». Tu vois? Et souvent, nous, les artisans au Bénin, ils font ce qu'ils font de base et ils essaient pas du tout de pousser un peu, tu vois? C'est très, très, en surface. Donc c'était vraiment, hyper important pour moi de les challenger. Mais je comprenais pas ce que je faisais, hein, mais je savais juste que j'avais envie de faire certaines choses et que c'était pas uniquement de l'archi et que j'avais envie de faire des objets et que, voilà, voilà. Et même maintenant, quand je me suis rendue compte, j'ai commencé à dessiner du mobilier, je me rappelle même qu'en terminale, j'avais commencé à dessiner des mobiliers dans un carnet, mais c'était très vilain, mais bon. Donc c'est pas quelque chose qui, c'est pas une info, Ça ne vient pas ça d'hier, ne vient quoi. pas de nulle part. Voilà, ça vient pas d'hier, ça vient pas de nulle part. J'ai toujours voulu faire un truc un peu transversal avec, donc finalement, je crois donc finalement que ma formation, elle est très, très bien tombée. Je pense que ma formation est très bien tombée. Par contre, la formation, comment on te l'apprend, mais par contre, le monde du travail, le Le monde, corporate. le le monde pas uniquement corporate, mais le monde, c'est-à-dire le monde où tu pourrais maintenant vendre tes créations, ne comprend pas forcément qu'on soit, en mesure de faire plusieurs choses. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est très, très spécialisé, tu vois? Alors que, je jouais non souvent, mais, alors que quelqu'un comme c'est pour ça que j'aime j'ai toujours bien aimé Kanye, parce que lui, il a dit, «You know, I'm gonna do whatever I want, I'm gonna do whatever I want», tu vois? Les gens disaient même: «Pourquoi est-ce que il veut faire de la mode?» Et personne ne le comprenait, tout le monde le prenait pour un complètement alléché, ce qu'il est sûrement un tout petit peu. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes mentaux qu'on est moins valable que quelqu'un d'autre. C'est pas un argument. Je disais même pas problème, moi je disais même pas mental, hein. Moi je disais plutôt s'il est juste Éclectique. pas non, moi je parle même pas, non, la question de santé mentale, ça c'est encore un autre sujet. Mais au-delà de ça, de la santé mentale, c'est quelqu'un qui est un peu sur la lune, quoi, Oui. voilà, de base. De là, de la santé mentale, pour ça c'est encore un autre aspect. Non, je me permettrai jamais de voilà, non. C'est les problèmes de santé mentale, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, c'est des situations qui peuvent, se produire très facilement, donc non, c'est pas ça le problème. Et donc du coup, j'aimais toujours Kanye parce que lui, le mec, il voulait pas se laisser mettre dans une box and he was like: «Yeah, they want to put me in a box, they want to whatever, I'm gonna do whatever I want». Tu vois? Et puis quand il commence à parler, puis il crie trop et puis il est trop énervé, les blancs, on dit: «Oui, Kanye est sorti, il a même quand il a commencé à crier sur tout le monde». Moi, je le comprenais. Moi, je le comprenais. Moi, ça me faisait rire. Je dis: «Mais il a raison, là, laissez-le», tu vois? Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur la première collection qu'il a fait à Paris, parce qu'il a fait Yeezy, hein. Il Ah avait bon? sorti une collection, il avait fait vraiment un truc low key. Il y avait très peu de gens, il n'avait pas invité des stars
Il avait fait un truc, il avait fait des bottes, il avait fait des chaussures. Et c'est après même qu'il a donné sa chaussure là même que qui m'a porté après, quand on l'a porté une chaussure, un design assez particulier. Bref, le mec, il avait bossé, quoi, tu vois. Et quand Mhm. il a fait ça n'a pas été très bien accueilli. Il a fait ça à Paris, il a sorti la collection, il allait se coucher, et puis après, il a fait Yeezy. Tranquille. En fait, c'est pour dire, le mec, il s'est pas laissé enfermer parce qu'il a pas, peut-être, ça n'a pas été acclamé comme il aurait voulu critiquement de cette carrière-là, mais il a réussi quand même à passer de high fashion à Non. street fashion, Mhm. casual fashion, et à se réinventer et même faire quelque chose encore de plus grand que son truc haute couture qui n'avait pas fonctionné, tu Ouais. vois. Donc le mec, il s'est complètement renouvelé et il a continué à faire de la musique et il a quand même tenu son truc et voilà. Donc c'est juste pour dire, le gars, il a quand même réussi à... oui, je ne lui enlève pas tout ça, ce n'est pas pour cautionner ces mots mal placés. Il y a certaines de ces... De ces dérapages. oui. Non, non, mais moi, au-delà même des dérapages, il y a des opinions, certaines opinions que je ne valide pas du tout. Il peut être très, très problématique. Mais si tu regardes le côté quand même créativité et le côté résilience, d'être attaché à cette créativité-là, de ne pas se laisser enfermer dans une box et de pouvoir explorer son art autant qu'il le veut. Euh, il a beau dire oui, corporation, Adidas, etc. Mais le mec, il a quand même réussi à travailler avec Adidas et à faire son truc, tu vois. Donc voilà. Donc c'est juste pour expliquer que, tu vois, par exemple, donc le monde voulait enfermer lui en tant que non, toi tu es une star, tu n'as qu'à faire juste, faire des collaborations avec les marques. Tu n'as pas le droit de faire, de créer toi-même tes vêtements ou de créer toi-même tes trucs, tu vois? Moi, ce truc-là, forever respect, tu vois? Que je saute, que je tombe, c'était un des premiers mecs qui m'a montré ça, heu, pendant longtemps jusqu'aujourd'hui, quoi, et qui a vraiment tenu cette valeur cardinale-là comme quelque chose d'important. Et quand souvent il dit, justement, il part souvent, il dit, ouais, Da Vinci, he was doing this and that, les gens ne le comprennent pas. Mais en fait, moi, je le comprends. Da Vinci, le gars, il te faisait des anatomies. Après, le gars te faisait des bâtiments d'architecture. Après, le gars, il peignait. Après, le gars, il allait faire des machines en Volante. bois volantes. Ou allez, ah, I mean, respect, tu vois. Bah ouais. Enfin, moi, je comprends pas parce que c'est comme ça que moi, je suis fondamentalement. Mhm. Moi, je comprends ça. Je ne dis pas que je suis Da Vinci. Bah peut-être que si, pourquoi pas. Non, je suis pas Da Vinci. I'm better than that. Pourtant, Da Vinci, je ne veux pas. Il est de la Rome antique, c'était il y a longtemps. Mais c'est pour dire que, tout ça, c'est pour dire tout simplement que s'attacher à cette polymatie-là et à cette question, en fait, de vouloir faire Et plusieurs choses, l'accepter. etc., c'est quelque chose de très important. Et en tant qu'architecte aussi, c'est quelque chose, je pense, je peux pas dire tous les architectes doivent le faire parce que c'est pas comme ça, la vie n'est, je vais pas imposer. Je trouve que c'est quand même une très grande qualité si tu es en mesure de faire un certain nombre de choses, de t'intéresser à un certain nombre de choses. Ça peut te permettre d'être un bon architecte. Voilà. Donc voilà un peu. Mais est-ce que ces aspects-là, ça avait pesé dans la balance en choisissant l'ESA? Genre, par exemple, pourquoi tu n'as pas choisi l'ENSA de Paris plutôt que l'ESA? Tu sais, souvent dans la vie, après, c'est des questions pratiques, hein. Tu viens, tu t'inscris, on te dit tu sors dans quoi ou quoi ou quoi, tu prends ce que tu sors et puis tu avances, hein. C'est comme je disais, on n'a pas toujours, si tu n'es pas dans le milieu, tu n'as pas toujours la prise sur les qualités, les défauts de telle ou telle institution d'architecture. C'est quand tu es vraiment, par exemple, tu résides en Europe, tu es en mesure d'avoir suivi l'école, de comprendre les différences que tu es en mesure de choisir. Sinon, quand tu n'es pas dans le territoire, généralement, tu veux une école d'archi, ça a l'air bien, c'est validé par les gens, tu vas, quoi. C'est après, peut-être, quand tu veux faire un post-master ou quelque chose, c'est après, petit à petit, que tu commences à dire: «Non, moi, je veux faire ça, pas ça», et cetera. La preuve, au jour d'aujourd'hui, si je me lève et que je dis que je veux apply à Harvard, heu, inch'Allah, je peux l'avoir ou je sais pas. Hmm. Heu, La alors que GST. alors que si c'était en licence 1, ça aurait été beaucoup plus compliqué, tu vois? Ouais. Donc c'est petit à petit qu'on arrive à déterminer le parcours et puis tu vois des gens qui ont fait leur licence, au Ghana et puis qui font un petit tir à Harvard et puis c'est parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont développé quelque chose, parce qu'ils ont développé une réflexion, qu'ils ont quelque chose à apporter. Donc c'est bien de choisir les institutions, mais c'est souvent aussi, C'est une heu question pratique parfois. c'est des questions pratiques. C'est des questions pratiques. Il faut pas trop t'attacher à telle ou telle institution, tu vois? Bon, oui, aux États-Unis, le gars vit là-bas et se lève. Donc évidemment, ils peuvent dire: «Ouais, I want to be in an Ivy League school, whatever» et cetera. Oui et puis
Par contre, toute leur vie est vraiment orientée dans ça. C'est-à-dire que depuis déjà la maternelle, ils savent qu'ils Oui. vont la Ivy School. Tu vois, nous, who cares about Ivy School? Toi, tu es au Bénin, tu fais ta vie, tu dois. Donc, tu n'es pas dans cette, mentalité-là. C'est quelque chose qui se construit plus tard. Et puis, tu dis, oh, bah, en fait, avant exist. Oh, I can do this. Oh, I'm not that bad. Oh, j'ai construit un truc, j'ai construit un network. Et là, tu peux petit à petit. Tout ça pour dire quoi? En tout cas, si on doit nous s'inscrire dans des cursus qui ne sont pas dans notre territoire à nous, on est désavantagé, c'est normal. Même si tu es très très bon, tu es désavantagé. Tu n'es pas dans les premiers, mais ça n'empêche pas que, avec ton parcours, avec certaines sensibilités, avec une des décisions aussi qu'on prend, avec des attachements à des sujets qu'on peut développer de manière forte et tout, petit à petit, tu peux te retrouver dans des très grandes institutions, faire des choses très très fantastiques. Mais c'est sûr que tu vas pas le faire en première année automatiquement parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à connaître. Et souvent, je dis qu'en architecture, on n'est pas égaux face à la culture de chacun. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais en Angleterre, ben, par exemple, c'était aussi con, ben, les gens ils faisaient un apprenticeship pour le A-level. On savait qu'ils travaillaient chez les architectes en terminale. Donc, tu arrivais en première année, les gars savaient déjà utiliser le logiciel, les gars savaient déjà faire un rendu basique. Donc, en fait, même si le bâtiment est vilain, s'ils t'ont sorti un truc mignon, joli, ils ont fait des plantations, ils ont sorti des façades et tout, forcément, le premier va dire, ah, you are a good architect. Mais en fait, non, il n'est pas good architect, he's a good technician. Mais si Hmm. toi, en première année, tu quittes ton bénin, tu n'as même pas appris à dessiner, tu rentres dans leur classe, tu vas commencer, c'est là, mais tu apprends à tenir ton crayon, tout ça. Tu penses qu'on va t'apprendre ça, on ne t'apprend pas ça. Donc, tu rentres en Hmm. première année, tu fais ton truc, oui, c'est vilain. Peut-être que je me l'ai acheté dans la tête que, mais en fait, tu sais pas. Donc, si tu te découvres en te disant, oh, I cannot do this, I'm not good, ben forcément, you're not gonna go anyway. Mais Hmm. si tu t'accroches, etc., ça veut pas dire que tu es moins bon architecte, c'est que eux, ils ont un bagage. Et là, imagine maintenant, ça là, c'est en Angleterre. Maintenant, imagine, tu arrives en France, les gars, ils habitent dans le 14e, dans le 16e, tonton est architecte, papa est architecte, mon oncle travaille dans une galerie d'art. Toi, tu arrives, tu ne sais même pas c'est qui même, comment il s'appelle? On te parle de Maximiliano Fuxas, tu sais même pas qui c'est. Tu as fait quoi? On te dit non, moi j'ai un stage chez Maximiliano Fuxas. Quoi? Non, on te dit, ah, mais Dominique Perrault, ben moi j'ai trouvé un internship chez Dominique Perrault. Toi, tu sais même pas que c'est lui qui a fait la BNF. Tu sais même. Bon, C'est tu veux bien. te battre avec ça comment? Tu veux te battre avec l'agriculture comment? Tu peux pas. Et moi, je me rappelle très bien, donc dans le sens inverse, quand j'étais en master, je faisais partie des commissions pédagogiques d'admission en première année. Donc, Ok. j'avais des étudiants, des petits Français qui venaient, et moi, du coup, on les accueillait, on était 4 ou 5, on les accueillait, et puis on leur faisait passer l'entretien de L'interview, rentrer en en école. Et entretien, c'était donc oui. des étudiants de master qu'ils appelaient pour faire ça. L'administration n'a pas le temps, donc c'est Ouais. nous qu'on mettait à contribution. On vous paye au moins. Non. Donc, c'est juste 2 jours. C'était 2 jours dans Ok. l'année. C'est juste 2 jours. C'est rien. Par contre, j'étais bibliothécaire à mon école et là, j'étais payée. Donc, tu vois, mon amour pour les livres, c'est il y a longtemps que j'étais Ouais. bibliothécaire. Donc, je me rappelle très bien. Tu sentais, il y avait des gens qui venaient, ils avaient vraiment la niaque. C'est-à-dire, ils avaient le truc, non, j'aime l'archi, j'aime l'espace. Il y avait une go, tu sentais, elle était sapée dans son univers. Elle était déjà même architecte, sans être architecte. Et puis, elle avait déjà son bouc, elle avait fait les trucs et tout. C'est que la go, elle va au Pompidou Tous les tous les samedis. samedis. Elle se promène dans le marais, tout ça. Elle est là. Mon cher, la go, elle a la culture architecturale. Mais tu sentais que et je crois que son père ou sa mère, en tout cas son papa était soit dans le, pas architecte, dans un métier culturel autour. Donc, en fait, moi, j'ai compris, Mhm. c'était juste like, ah, mais on va continuer dans la legacy de la famille, dans les métiers culturels. Et puis, tu vois, mais il n'y avait pas la niaque. Elle n'avait pas la niaque, cette personne. C'était une fille, je crois. Elle n'avait pas la niaque, mais elle avait tout le bagage. Donc, en fait, elle avait tout le bagage culturel parce que son environnement autour d'elle, mais elle avait pas la niaque. Bourdieu gagne quoi? Et ben, finalement, Bourdieu on a pris les deux, hein, je pense, parce que tu peux pas non plus, parce que tu connais un peu oui, tu Oui. comprends un peu on va dire le parcours et tu lis un peu les lignes socialement, ce que la personne essaie de faire, mais ça n'empêche pas que la personne puisse éventuellement développer réellement un réel intérêt. On va pas forcément fermer ça en première année,
Mais si en troisième année, cette personne, elle est toujours dans le I am an architect, but she's not an architect, mais bon, là, tu vois bien qu'elle n'est pas au bon endroit. Mais en tout cas, par rapport à d'autres Oui, personnes qui avaient peut-être moins de sensibilité, mais qui avaient vraiment la niaque et vraiment un désir de faire de l'archi, et vraiment, elle a vraiment les bons points, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'elle aurait fait une mhm. parfaite architecte. Donc, c'est pour dire tout simplement que bah, ils étaient pas égaux face à leur culture générale et personnelle, en fait, face à l'archi. L'autre, elle connaissait tout. Tu sentais que, bon, elle a grandi dans le milieu. Elle avait un, lui, il n'avait pas les références, mais il avait vraiment la volonté, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour te donner un peu des différents parcours de vie complètement différents. Et puis après, bah, c'est quand ils y ont. On peut pas juger à part en école d'archi qui Il rentre et avait qui fasse envie. ce truc. Et puis, on verra ben, qui Bourdieu gagne, Mhm. quoi. Mais du coup, si il y a un jeune qui est en terminale actuellement et qui a la chance d'écouter cet épisode, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner pour essayer de limiter la casse, s'il faut penser ça comme ça? Eh Dieu, il faut se mettre au travail, hein. Ben, il faut un portfolio. Moi, j'en avais pas. Moi, j'ai dû le faire en dernière, enfin, l'été, les vacances après le bac, là, que j'ai dû monter mon portfolio. Mhm. Je pense que, bah, je pense qu'il est bien, c'est que maintenant, vous avez la chance, tout le monde a un peu des Un outils. site. Non, même pas le site. Tout le monde a déjà des outils on a déjà plus d'outils à notre disposition. Par exemple, rien qu'avec le téléphone, tu peux faire des photos géniales. Mhm. Rien que, avec les petits mais les gens déjà même ils connaissent déjà SketchUp même, très tôt, des trucs comme ça. Oui. Donc tu peux déjà commencer à faire des choses. Ça n'a pas besoin d'avoir un sens. Mais tout ça, ça a surtout besoin de montrer comment tu peux t'exprimer, tout simplement. Donc en fait, il faut faire, c'est tout. C'est-à-dire il faut vraiment se dire: «OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je vais faire?» Parce que, tu peux argumenter, parler, mais si tu peux pas montrer, comment tu vas dire que: «Non, ça m'intéresse, telle chose m'intéresse?» Donc c'est pour ça que je dis, si c'est faire du dessin à la main, bah, faites du dessin à la main. Si c'est faire Photoshop, du graphisme, de l'illustration, faites. Si c'est faire de la photographie, faites. Si c'est travailler même le matériau, les maquettes à la main, faites. C'est-à-dire vraiment tout ce qui t'intéresse artistiquement et que tu te dis: «Non, je suis pas bon, non, c'est vilain». C'est en fait, il faut arrêter d'hésiter. Il faut juste commencer à faire, c'est-à-dire vraiment faire, quoi. Ça dit: «Get working, get doing», whatever. C'est-à-dire que tu te dis: «Ah, bah, j'aime tel truc», bah, fais des collages de photos. Tu peux faire des collages de photos, les transformer en bâtiments. Tu peux faire des maquettes avec des matériaux un peu étranges. Voilà, c'est-à-dire si tu as un intérêt dans ta tête et que tu te dis: «J'ai envie de faire quelque chose», ne reste pas juste les bras ballants en disant: «Non, je vais juste avoir mon bac, mes notes et tout». Commence à faire travailler ton esprit et propose quelque chose. Après maintenant évidemment quand tu as fait ça, si toute l'année par exemple tu as déjà fait des choses, mais au moins tu as au moins 4, 5, 6 choses qui sont quand même jolies. C'est pas encore parfait, hein, mais au moins ça montre certaines choses. Tu fais un petit book, tu fais une couverture, tu écris ton nom, même si c'est petit Arial là, tu écris en Arial, basique, portfolio de tel, alors moi je m'appelle, j'aime bien, j'ai de la sensibilité pour telle chose et tout. Voilà, en terminale 5, 6 pages, 10 pages, hein, peu importe. Si tu as des photos que tu fais, bah, tu fais des photos, tu fais des photos, tu dis: «Non, moi j'ai fait photo de telle chose, tu fais photo de telle chose» et puis tu sais si c'est des photos que tu aimes, si tu veux de la photo, bah, tu regroupes un peu ta photo sous chacun, tu choisis des thèmes et cetera. Tu illustres un peu: «Non, moi j'aime ça, 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 ça». En fait, il faut explorer, trouver ce qu'on aime et s'exprimer, c'est-à-dire trouver un médium, si c'est de la photo, de la peinture, du collage, Photoshop, une maquette 3D, une maquette physique. Le monde est voilà, il y a plein d'outils technologiques, il y a aussi la feuille, tout simplement le dessin à la main basique. Donc il y a vraiment, c'est juste faire, get working et compose quelque chose qui peut dire: «OK, moi au jour d'aujourd'hui, je me connais pas, mais je suis en train d'explorer mes sensibilités et voilà un peu ce que je peux montrer aujourd'hui pour dire c'est moi, voilà ce que j'ai envie de faire, même si je ne sais pas encore où ça va me mener, mais c'est un peu ce que j'ai envie de faire et honnêtement, même moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le même exercice que je fais, hein. Je ne sais pas exactement moi, je ne sais que me définir au jour d'aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas aussi, enfin oui, c'est un plus je vais te sortir un portfolio 15 ans plus tard, oui, mais c'est aussi c'est tout autant la même ça a tout autant la même valeur, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je me présente comme ça au monde avec ce que moi j'ai fait, voilà mes créations, c'est ma production créative. C'est ce que mon esprit me permet de faire. C'est ce que j'ai envie de sortir dans le monde. C'est juste que maintenant j'ai 15 ans d'expérience et j'ai travaillé, mais c'est toujours le même message, c'est-à-dire, voilà comment je me présente au monde et voilà ce que je suis en mesure de faire. C'est voilà, c'est juste que maintenant je le fais, j'en fais un métier. J'en fais mon métier maintenant et tout, mais c'est de la même manière que quelqu'un se présente aussi, en terminale aussi, ça a la même valeur.
C'est La, un la passeport. seconde inquiétude que les gens peuvent avoir sur les études d'architecture, c'est que ça peut quand même coûter plutôt cher. Ça dépend du pays. Mais en moyenne, en général, il faut quand même, oui, se préparer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que sur ça, on sait jamais, est-ce que tu as des outils, est-ce que tu as des astuces, des bourses, des idées? En fait, bah, déjà, ce qui est un peu compliqué, c'est que déjà, on a qu'une école en Afrique de l'Ouest qui est au Hmm. Togo. C'est pas une mauvaise école, mais c'est pas forcément une école qui pousse la réflexion très loin. Donc, il y a encore quand même, voilà, pour se projeter vraiment au 21e siècle dans les enjeux auxquels on fait face et tout, je trouve que voilà, ça peut manquer un peu. Donc c'est un peu ça le sujet, une partie du sujet. Donc en fait, ça fait que finalement tu te retrouves à aller à l'extérieur et voilà, donc aller à l'extérieur, ça a son coût. Il y a des écoles, il y a une école, en Côte d'Ivoire qui a ouvert il y a une dizaine de 8 ou 10 ans. Il y a 3 écoles au Sénégal, mais elles sont toujours il y a une école qui existe depuis, les années 70 ou je sais plus combien, mais malheureusement aucune des écoles n'est officiellement reconnue, donc c'est étrange aussi. Et après, ben, c'est le Maroc, l'Afrique du Sud et cetera, donc aller en faculté à l'extérieur, ou bien aller en Europe, en France, aux États-Unis et cetera. Sachant que je sais que par exemple même pour entrer en école d'architecture en France en première année, c'est difficile parce qu'il faut passer le concours et que comme, c'est un truc, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'inscrivent en école d'archi. Donc, si quelqu'un, elle veut vraiment aller en France, par exemple, en école d'archi en première année et qui n'arrive pas à rentrer en première année, que ça ne les donne pas, qu'ils soient pas complètement déçus. Ok. Si s par contre, si par contre, par exemple, si tu vas et que tu l'appliques et tu n'as pas cette année, si ça t'intéresse vraiment, c'est pas la fin du monde. Là où ça devrait être tu devrais apprendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire prépare ton portfolio à fond. Et là, par exemple, si tu t'inscris que cette année, tu n'as pas et tout, ben, prépare ton portfolio à fond pour l'année prochaine et puis tu réappliques et tu appliques dans plusieurs endroits et cetera. Et aussi, honnêtement, je pense aussi que parfois aussi, il faut pas se décourager quand on ne rentre pas en première année, on ne va pas dans le pays où on veut aller ou bien on se dit: «On n'est pas dans le pays où on veut aller» et cetera. C'est quelque chose qu'il faut pas du tout, Prendre pour soi. quelque chose qu'il faut pas du tout, non, non, même au-delà de le prendre pour soi, il faut pas du tout ça faut pas trop ça fait mal, hein, on a un rêve et tout, on veut aller. Faut pas trop s'appesantir dessus parce que, comme je disais, par exemple, c'est difficile de rentrer en première année, mais peut-être c'est plus facile de rentrer en master, Ok, par exemple. ok. Même si tu peux redoubler une année, par Hmm. exemple, tu vois? Donc, c'est parce que tu n'as pas été en première année dans l'école que tu as voulu aller quelque part, tu n'as pas eu, que tu peux pas finalement essayer quand même de t'illustrer quelque part d'une certaine manière, et quand même retenter ta chance quelques années plus tard pour, voilà. Donc, tu as un intérêt quand même qui est poussé pour la chose, que tu penses vraiment que tu as quelque chose à raconter, à dire sur le sujet. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher et pas forcément se laisser, Découragé. c'est bizarre, je suis en train de dire: «Ouais, faut pas se laisser décourager». Je sais qu'on dit ça et tout, et que c'est un peu plan-plan, cucu, mais c'est la vérité. Hmm. C'est vraiment, vraiment la vérité. Faut pas voilà, faut vraiment même si tu n'as pas eu ton école en première année et cetera, bah, tu peux l'avoir un peu plus tard, peut-être en troisième année ou plus tard et cetera, voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que moi je peux dire. Par contre, c'est des études qui sont pas du tout faciles, honnêtement. C'est des études qui sont pas faciles, ça coûte cher. En plus, il faut acheter des maquettes, il faut acheter du bazar, tout ça, nana. C'est franchement, moi, j'ai en école d'archi, c'était super intéressant, hein, mais c'est des études Hmm. difficiles. Moi, je me rappelle, je voyais que Paris pendant les intersemestres. Je ne voyais jamais Paris je voyais que Paris, En c'était quand? congé, En en juillet, août. vacances. Et en congé, maintenant, je venais au Bénin où j'allais faire autre chose. Donc, je ne voyais franchement, c'est après, j'avais pas le temps, Hmm. quoi. Honnêtement, je ratais souvent mes amis, je ratais plein de choses, je ratais, des soirées, trucs comme ça, parce que je bossais, parce que je faisais des charrettes et cetera. Non, franchement, honnêtement, c'est pas, parfois je ratais même des trucs familiales parce que, bah, je pouvais pas aller parce que j'avais un rendu. Donc c'est vraiment des études pareil aussi quand j'étais en licence aussi, mes copines: «Viens ensemble». «Bah non, moi je vais rester bosser», tu vois? Donc c'est vraiment c'est des études qui sont difficiles. C'est un métier aussi qui est difficile, on va pas se mentir, donc franchement, c'est pas pour tout le monde. C et rien n'est pour tout le monde et donc c'est Hmm. normal, mais juste, voilà, si ça te convient pas, ça te convient pas, c'est vraiment pas grave. Voilà quoi. Mais franchement, c'est des études difficiles et c'est un métier difficile. C'est des études difficiles pendant les études. Il faut donner du temps, c'est charrette, il faut du temps pour apprendre, s'apprendre soi-même.
s'organiser, maîtriser les outils, développer une charte graphique, maîtriser les outils de communication et maintenant le sujet même. Tout ce que j'ai dit là d'abord, c'était même pas le Mhm. sujet, c'était que comment communiquer le sujet. C'est-à-dire s'organiser, les outils techniques, les outils graphiques, le langage. Tout ça La là, cosmétique. ce n'est pas encore la substance, ce n'est que la communication de la substance. Et rien que la communication de la substance, ça prend beaucoup de temps. C'est que en 5e année, c'est que en 3e année, 5e année. Voilà, c'est maintenant, oui, maintenant il y a les Lumio, les trucs un peu plus faciles pour jeter des trucs, mais nous, il n'y avait pas ça Mhm. avant Lumio. Pour faire un rendu, il faut aller apprendre virer, tout ça. Là, il y a les versions plus simplifiées. Bah, c'est comme l'IA, mais vous avez l'IA, tu tapes ChatGPT, puis ça te rédige un Mhm. truc. Mais imagine avant que tu rédigeais tout, donc tu vois le gap de choses qu'il y a à faire. Nous, c'est ce qu'on a. Donc franchement, fallait s'organiser, maîtriser les outils techniques, les outils visuels, Photoshop, machin, le logiciel 3D, taper le texte, la communication, et maintenant la substance même du projet. C'est C'est beaucoup de travail. c'est beaucoup de travail. Pour maîtriser tout ça et maintenant dire, OK, aujourd'hui, maintenant, voilà comment je suis. Takes forever. J'ai envie de te passer sur tes expériences professionnelles. Après, après, mais juste avant ça, tu as d'abord parlé d'un master aux Beaux-Arts de Londres. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts de Londres? Ah bah, en fait, non, c'était juste des beaux, c'était le beau, it's fine art. Donc, en fait, c'est des beaux-arts, et c'est un master, et c'est des masters en un an. Et en fait, on apprend, en fait, tu apprends ce que tu veux en beaux-arts. C'est-à-dire que toi, tu te dis que ce que tu fais, il y a une structure de cours, et toi, tu explores ce que tu as envie d'explorer. Donc, finalement, j'ai exploré tout ce qui était installation. Ok. Installation, c'était très architectural, installation, et puis j'ai exploré aussi le textile. Donc, des Ok. choses qui sont naturelles avec à moi, quoi, tout Hmm. simplement. Donc, j'explorais ça. Donc, j'avais monté des tableaux où j'avais bossé sur un durcisseur de textile et Ok. j'avais transformé le textile en sculpture. C'est de la chimie, c'est ça? Non, oui, enfin, en fait, tu achètes un durcisseur et le durcisseur permet de durcir le tissu. Donc, ça lui Ok. donne une forme. Ok. Et donc c'était comme des sculptures, en fait, mais avec de l'étoffe. Ok. Et j'avais, avec un socle en bois et puis poser dessus, etc. Donc voilà. J'avais ça un peu de photographie argentique aussi. On est très sur la photographie argentique, j'allais travailler sur ça et j'ai fait des installations architecturales avec tu sais, des trucs bah, comme on voit dans les galeries d'art aujourd'hui, c'est voilà, des dispositifs à l'intérieur avec de la lumière, des choses comme ça. Voilà, Mhm. voilà, Ok. des trucs comme ça. Ok. Donc c'était très sculptural, architectural quand même, quoi. Ok. C'était un peu ça. Ouais. Ok. Donc, est-ce que tu veux nous parler de tes premières expériences professionnelles avant de construire ta pratique? En fait, bah, moi j'étais en stage dans une petite agence parisienne, ça s'appelait Graal Architecture. C'était super sympa. On était une dizaine, 8 ou 9, c'était très bien. Petite taille, on apprenait tout, on faisait tout et on ne faisait pas de charrette. Ça, c'était cool. Et puis, la seule fois où je suis restée tard, c'était jusqu'à 20h30. Et c'était pour imprimer, c'était même pas pour dessiner, c'était juste pour imprimer le dossier pour aller chez le client le lendemain. Donc, c'était génial. Donc, c'est eux qui m'ont appris que on peut être architecte sans faire des charrettes. I was like, C'est it's possible. possible. Parce qu'avant ça, déjà, disclaimer, moi, je suis pas particulièrement pour les charrettes. Je sais qu'il y en a comment on appelle ça, ils prennent ça pour une fierté. Oui, charrette et tout, oui, c'est ce qu'on nous apprend à l'école d'archi. It's a lie, c'est pas nécessaire. Organisez-vous. Après, oui, de temps en temps, faire une charrette, être là, traîner un peu, oui, ça donne un peu un sentiment, il y a un peu d'adrénaline, on fait les choses, et cetera. Mais ne prenez pas ça pour quelque chose de par défaut. Oui, faire une charrette jusqu'à 2 heures, travailler, boire une bière, bosser, c'est pas impossible, c'est pas mauvais. On peut le faire. Que ça ne devienne pas la culture de base, voilà. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'explorer. C'est vrai que je reste jusqu'à 20h souvent, et cetera. Mais voilà, après si c'est que je prends mon temps le lendemain matin, bah, je prends mon temps et cetera et puis j'évite, voilà, moi je fais pas de charrette. J'évite en tout cas et donc oui, du coup, ils m'ont montré que c'était possible de pas faire de charrette, de travailler organisé et comme c'était une petite agence, ça te permettait de toucher à plein de choses. Donc tu faisais un peu les appels d'offres, tu faisais les dossiers d'exécution,
Tu faisais des détails de construction aussi sur AutoCAD, tu faisais aussi des détails de revêtement et tu faisais les maquettes aussi. D'ailleurs, les maquettes, shout out aux maquettes, vous me manquez, mais j'ai plus le temps de faire les maquettes. Mais je faisais des plutôt bonnes à l'époque, tu t'assois, mais par contre, il te faut une semaine, quoi. Voilà. Donc, je ne faut pas se presser avec le petit cutter, tu coupes les Ok. choses. Bon, maintenant, tout est fait à la découpeuse laser, donc vous ne coupez plus rien. Mais nous, à l'époque, on coupait le papier gris 2 millimètres, là, tu coupais avec le cutter et Hmm. tout, puis tu faisais les biseautages, tu voulais que les ongles soient propres, tu restais là. Mais c'était ça avait quand même, bon, hormis le stress, ça avait quand même ça relevait quand même. Non, mais au-delà de ça, ça relevait aussi d'une sorte de méditation, honnêtement. Si on n'est pas pressé et qu'on vraiment s'assoit. Moi, je me rappelle un stage, j'ai fait un stage quasiment pendant 1 an là-bas. Pendant 2 mois, j'ai fait que des maquettes. Donc, tous les matins, je m'asseyais, je faisais la maquette. J'étais pas contre, j'étais tranquille, ça ne me Hmm. déplaisait absolument pas. Comme ils étaient dans l'état, bon, moi, je faisais mon travail et du coup, je faisais le travail proprement, je découpais les choses, vraiment, tu vois, tranquille. Et là, tu fais des très, très belles choses, très propres et puis voilà. Donc oui, malheureusement, on perd de plus en plus la culture des maquettes et surtout quand on commence à travailler, on perd la culture des maquettes. On fait même plus avec l'objet 3D là, on fait de moins en moins de maquettes et tout. Donc voilà. Mais du coup, c'était une super expérience, à petite échelle qui m'a Hmm. permis vraiment de toucher à plein d'aspects du métier et cetera et tout. Mais bon, là, j'étais encore tu venais de sortir d'école, donc bon, c'était encore très léger en termes de réalité du métier. Donc mais c'était très, très intéressant et ça s'est très bien passé. Et puis après, par contre, là, j'ai pas voulu rester en Europe, donc je suis allée en Côte d'Ivoire et là, j'ai bossé, beaucoup chez Diabaté et j'ai bossé 4 ans là-bas. C'était très, 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 très intéressant parce que je me suis retrouvée très vite, chef de projet, sur un Juste avec Graal, c'était une année, c'est ça? oui, un peu moins d'une année, ouais. Et puis, heu et puis après d'ailleurs même vraiment grâce à un peu la taille des tu sais, c'est un peu les archis qui sont là. Ils ont travaillé je crois l'un avait travaillé chez Renzo Piano, l'autre je ne sais Ok. plus qui. Ils se Ok. sont mis ensemble, ils ont fait leur petit truc et cetera. Ils travaillent, dans le Grand Paris, ils font des trucs intéressants et tout et puis bon, ils sont quand même, ils ont réussi à se poser quelque part, un peu intermédiaire. Ils sont restés relativement petits et puis ils poursuivent un peu tout simplement voilà, leur profil, leur truc et cetera. Et voilà, je respecte vraiment beaucoup leurs travaux parce que c'est pas évident d'avoir une agence de cette taille intermédiaire. Soit tu travailles tout seul ou soit tu es vraiment gros. Mais être vraiment dans ce truc-là, c'est pas évident parce qu'il faut trouver des marchés, mais il faut faire tenir la boîte et en même temps, il Et faut de que ça pouvoir faire fonctionne autant. et en même temps, il faut trouver la clientèle qui va avec. Tu n'es pas Hmm. forcément les grands, 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 mais voilà. Et souvent, tu te retrouves à travailler beaucoup avec les collectivités pour faire du logement social, peut-être des bâtiments communautaires, des choses comme ça. Souvent, tu fais vraiment pour du public. Voilà, c'est vraiment de la commande publique, école, réhabilitation, logement, requalification, etc. Donc ça, c'était à Gravelines, c'était d'ailleurs à Montreuil. Là, ils sont, je ne sais plus, ils ont déménagé. Et puis Hmm. après ça, donc, on était chez en Côte d'Ivoire. Et bah, là, j'ai bossé pour Qualité et voilà, du coup, j'étais chef de projet sur un projet de logements sociaux, 20 000 logements. Tout ça parce que bah, j'avais fait du logement social, j'ai travaillé sur le logement sur mon diplôme. Donc, c'était vraiment quelque chose voilà, d'inédit à cette époque-là. J'étais vraiment très contente de le faire et tout. Et puis, j'avais vraiment fait un projet de recherche à ce sujet-là, de manière un peu développée, tout ça. Donc, j'étais vraiment le bon profil au bon endroit, honnêtement. C'était ça. Euh, et puis bon, on va dire que voilà, j'étais très dynamique, très déterminée. Le projet était super intéressant. On travaillait pour le BD, donc il y avait une certaine fierté personnelle aussi, à contribuer, on va dire, aux efforts nationaux, et cetera. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment un attachement, voilà, à ce projet-là et à ce que ça pouvait représenter. Donc c'était une très belle chose, mais en même temps, finalement, dans la mise en œuvre, c'était pas aussi, voilà, c'était finalement pas aussi, c'est quoi le mot?
Bah, on va dire que les projets de cette échelle-là, voilà, il y a les aspects économiques, des aspects économiques qui sont un peu au-delà même de l'architecte et tout. Donc, tu dois faire des arbitrages et tu dois faire des choses que peut-être toi-même tu ne veux pas fondamentalement aussi. Tu fais beaucoup de concessions et il faut faire beaucoup de concessions, quoi, voilà, et beaucoup de négociations. Donc, souvent Tu as un exemple en tête? oui, les projets comme ça, par exemple, c'est en fait, finalement, peut-être que tu voudrais partir sur, des bâtiments construits avec des briques de terre pour, l'aspect thermique de la chose. Mais finalement, en termes de rapidité, pour exécuter le chantier rapidement et d'économie d'échelle de projet, tu vas partir sur du béton, par exemple, même si c'est plus cher ou pas forcément c'est plus cher, mais vu l'échelle, vu ce qui est possible en termes de technique, c'est plus rapide que mettre une brique sur une L'économie. brique et cetera. Donc bah, tu vas partir sur une solution techniquement peut-être plus avantageuse, même si c'est un coût aussi, et cetera. On peut faire des arbitrages et donc c'est pas forcément qu'on ne compromet pas le projet, mais peut-être que souvent dans des trucs de grande échelle, parfois on peut se retrouver que la substance originale peut être diluée. Voilà, ça peut être dilué et tout. Hmm. Donc mais c'est des grands projets comme ça. Mais après, ils ont leur intérêt parce que c'est comme, en fait, c'est comme je dis tout à l'heure, les agences, tu vois, comme Soumaya Valley qui vont faire des choses dans la Ok. dentelle et voilà. Et puis, il y a des gens comme Norman Foster qui vont te faire un gros truc, Vuitton, et cetera, tu vois? C'est profils différents et par exemple, des gens comme, je sais pas, des gens comme, j'ai personne en tête là des agences parisiennes, mais il faut des agences parisiennes qui font des gros projets, qui sont capables, qui sont en mesure d'avoir des équipes c'est-à-dire que qui produisent du mètre carré. C'est important aussi parce qu'il faut donner voilà, il faut aller vite et cetera. C'est quelque chose que quelqu'un qui serait en train d'être dans la dentelle, dans le détail et tout, n'aura ni le temps ni les capacités de faire ça. Donc c'est différents profils d'architectes et différents profils d'architecture, en fait. Hmm. Donc je pense que du coup, en techniquement et cetera, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis retrouvée chef de projet, donc j'ai été vraiment confrontée, Hmm. très tôt. Donc ça a été, violent honnêtement. Je me suis retrouvée, confrontée à, bah, aux clients, la maîtrise d'ouvrage, le public. C'est pas facile. Les délais, la vitesse d'exécution, la charge de travail, donc un environnement très, 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 très difficile, pour travailler dedans honnêtement. C'était pas facile. Est-ce que, est-ce, est-ce que, en architecture, est-ce que le chef de projet, est-ce que c'est toujours lui qui dessine le projet justement? Ou c'est purement du management? Ça dépend de la boîte. C'est vraiment en fonction de la boîte. Il y a des boîtes qui te permettent vraiment et ça dépend aussi du projet. Comme je disais, si tu as un projet où c'est chaud, vous n'avez pas de budget et cetera, tu vas pas avoir autant de latitude que sur un projet où, il y a plus de budget ou bien peut-être qu'il y a moins de budget, mais le client est plus flexible, par exemple. Donc il y a ou bien le client exige une date de livraison plus urgente. Donc forcément, vous avez moins de latitude. Donc forcément, là, le management ne va pas te laisser faire ce que tu veux parce que le management, lui, parce que le management, lui, souvent, il voit à grande échelle, c'est-à-dire qu'il voit vraiment des zooms. Toi, tu es sur un projet. Le management, lui, voit comment gérer sa boîte, comment faire tout marcher, et cetera. Vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs. Mais c'est pas forcément mauvais parce que bah, toi, tu peux veiller à tes objectifs à toi qui sont de faire un bon projet. Mais du coup, avec le manager, avec sa driving force, va te driver quand même un peu pour que tu aies son sens, mais que tu toi aussi ramènes ta substance dans le projet. Donc, c'est vraiment en fonction du type de management et du type de plateforme et du type de projet que tu as en face, voilà et aussi souvent, il y a aussi comment on négocie aussi, Mhm. comment on se vend soi-même dans la boîte aussi dans laquelle on est. Parce que si par exemple dans la boîte dans laquelle tu es, les cahiers perçoivent un peu que bon, toi tu es comme ça et cetera, bah, en fait, ils vont te peut-être ils vont finir par te donner en fait, des choses qui te conviennent plus peut-être. C'est une bonne chose, non? Oui, c'est ce que je Ok, dis, mais c'est ce que je dis, mais aussi tu peux te retrouver aussi prisonnier de ça. ok, Parce que parfois on fait des choses très bien mais qu'on n'aime pas. ok, ok, tu vois. Moi, c'était mon cas. Je faisais des choses très, très bien, mais j'avais pas forcément envie de les faire. Hmm. Mais je les faisais très bien. Parce que j'aime bien faire les choses au bout. Donc je vais au bout des choses. Hmm. Je suis, I'm committed. Si tu me donnes une tâche, je vais bien la faire. Hmm. Mais il y a des tâches que je vais préférer faire, il y a des tâches que je vais moins préférer faire. Et si toi, par exemple, en tant que manager, tu trouves que moi, j'exécute la tâche bien comme tu veux, maintenant tu vas me pousser dans la Oui, tâche que je n'ai pas envie de faire, oui. je me retrouve à la faire tout le temps. Après, c'est des discussions qui peuvent être difficiles à avoir pour pouvoir réajuster sur. Exactement.
Parce que toi, tu te retrouves enfermé dans un rôle qui Oui, te convient peut-être pas. Et dans le même temps aussi, il y a des mêmes personnes qui peuvent se retrouver aussi dans des rôles où finalement, on a identifié leurs forces et finalement leur force convient à la boîte et et ajuster on sur. met en valeur leurs forces. Et on permet à la Oui. boîte de... on te permet en fait de rayonner dans cette boîte-là avec tes forces et la boîte aussi profite de tes forces-là. Et là, par contre, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que tu fais ce que tu as envie de faire et tu le fais Mm. bien et les gens ont besoin de toi pour le faire aussi. Donc, tout le monde gagne. Mais il y a aussi le cas où tu fais des choses très bien et comme tu fais des choses très bien, bah, tu peux te retrouver être enfermé dans le rôle que la personne veut Mm. que tu fasses. Voilà et c'est là vraiment que c'est vraiment des questions de management, tu vois? Et c'est là où, en tout cas moi personnellement, ce que j'ai identifié, c'est qu'il faut pouvoir c'est pas toujours facile parce que parfois il y a Oui. les urgences, ben, de projets techniques et cetera. Mais l'idéal, c'est que chacun puisse exécuter le projet dans sa zone de génie. C'est-à-dire que si tu vois, il y a un truc qu'on appelle la zone de génie, c'est ce que tu fais le mieux que personne ne fait aussi bien que toi. Ça, tout le monde a une zone de génie. Tout le monde c'est comme si en fait le métier d'archi, il y a, je sais pas, il y a 10 tâches. Il y a 10 tâches, par exemple, et peut-être que sur 10 tâches, il y a 4 tâches que tu fais excellemment bien et 6 tâches que tu fais, mais que tu fais moins bien. Si le manager, il a envie de te dire: «OK, moi, je veux que tu fasses tes 4 tâches et que tu les fasses bien tout le temps», tout le monde, c'est très bien. Et par contre, il faudrait qu'il trouve quelqu'un qui soit en mesure de faire les tâches que tu n'aimes pas. Et c'est pas souvent si facile que ça. Donc Mm. souvent, tu te retrouves à faire les 2 tâches et cetera. Mais après, en fonction du type de boîte, du type de management, du type de profil, truc, après il peut y avoir des moments, par exemple, dans la boîte où peut-être pendant 3 ans, tu fais vraiment que ce que tu veux et puis après malheureusement, à cause du, ben, Mm. du staff qui est disponible, du type de projet et cetera, bah, tu fais un peu moins bien. Donc il y a aussi des adaptations qu'il faut, hein. Rien n'est jamais parfait ni rien mauvais, mais quand même, il y a quand même, je pense, des ajustements qui sont qu'on est en mesure de faire quand même pour que certaines choses se voilà. Et donc moi, ce que j'ai compris par rapport à ça, Mm. c'est que, par exemple, moi, en tant qu'archi aujourd'hui, ben, je vais pas faire des choses que je sais que je fais moins bien. Moi, en tant Pour que tout le qu'archi, monde se c'est-à-dire dans ma retrouve. boîte d'aujourd'hui, pour me différencier de ce que d'autres personnes font, je vais pas forcément faire d'autres choses que je fais, hein, mais qui m'apportent moins bien. C'est ça aussi, le choix et la liberté de pouvoir se mettre à son propre compte. Du coup, c'est directement après tes 4 ans chez Koufi et Diabaté que tu as décidé de te lancer sur de lancer ton propre studio. Oui, c'est bon, après j'ai pris une pause parce qu'après KD, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai pris une petite pause. Après, j'ai eu des événements aussi personnels, qui ont fait que j'ai pris une pause. Et puis, je peux aussi me permettre de prendre une pause. Donc j'ai pris une petite pause, d'un petit moment quand même. Et puis après, le truc, c'est que quand tu as été chez KD, enfin après il faut pas oublier aussi qu'on est, au Bénin, en Afrique de l'Ouest et qu'on est quand même limité en choix de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, moi, en sortant de chez KD, j'étais pas forcément en mode, «Je veux que ma boîte, je suis trop, forte et tout», non, pas du tout. Mais je me suis dit: «OK, je vais aller bosser pour qui? Je veux pas retourner en Europe, heu, franchement, je veux pas aller travailler sur le Grand Paris, faire métro boulot dodo, not for me». Oui, je peux peut-être le faire, mais franchement, Ça te correspondait pas. c'est pas immédiat. Ça Like, te I don't correspond need pas. that right now. Si je peux éviter, je vais éviter. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Sachant que j'ai été dans un rôle où j'ai eu un rôle de management. J'ai eu beaucoup de responsabilités, j'ai eu beaucoup de liberté aussi et j'ai été limitée aussi, j'ai eu aussi j'ai de la latitude pour faire des choses, aller sur le chantier, être dynamique et aussi gérer toute seule mon propre truc. Parce que comme la boîte était à Abidjan et que moi j'étais à Cotonou, moi j'ai installé la boîte d'Abidjan à Cotonou, donc j'ai été, la première à installer la boîte à Cotonou De en termes de succursale, s'il faut côté dire. architecture. Voilà, donc j'ai contribué à ça et tout et j'aurais même pu donc être, cette chef d'agence-là, mais c'est quelque chose qui m'intéressait pas particulièrement parce qu'il fallait gérer donc que des gros projets. Ça allait être des maux de tête tout le temps et je voyais le rôle venir de loin et ça ne me convenait pas et donc ayant déjà eu cette liberté-là, parce que moi je pouvais quitter Abidjan, je restais à Cotonou, je restais ici 2 semaines. Je faisais ma vie, personne ne le contrôlait, donc j'étais Mm. très autonome et je faisais tout, je envoyais mes rapports, j'allais sur le chantier. Après, le patron m'appelait s'il fallait, mais j'étais vraiment très, très autonome. Donc avec cette autonomie-là, tu as fait des trucs très intéressants à grande échelle. Une autonomie, tu as vu beaucoup de choses, parce que c'est comme si en l'espace de 4 ans, j'ai appris beaucoup de choses, que très peu de personnes ont l'occasion de faire dans un laps de temps aussi court. Après ça, c'est aussi très fatigant en termes de charge mentale et tout. Donc en fait, quand j'ai fait tout ça là maintenant, bon,
Où est-ce que tu vas aller te Mhm. challenger encore? What's next? What are you gonna do now? Mhm. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Si tu travailles chez quelqu'un au Bénin qui est peut-être moins bien, moins intéressant, qui a pas les process encore et tout, bon, tu peux pas te retrouver dedans parce que tu vas trouver, enfin, moi, en tout cas, moi, personnellement, je me disais, OK, qui je vais apprendre Mais quoi? oui. C'est pas que je c'est pas qu'il y a pas des Mhm. choses à apprendre, hein, mais chez qui ça va me convenir d'apprendre des nouvelles choses et je vais accepter d'apprendre des choses chez la personne et je vais être fière d'apprendre des choses chez la Mhm. personne, tu vois? Et ça, je trouvais pas Ok. à côté de Mais nous. tu aurais pu chercher Oh, ailleurs en Afrique. j'avais Non. j'avais Ok. pas envie d'aller en Tu voulais Afrique, j'avais déjà pas envie d'aller rentrer ailleurs. au Bénin. Ok. Voilà, j'avais pas envie d'aller ailleurs. Je sais pas si je voulais aller ailleurs, peut-être. Mais comme j'ai déjà dit, en fait, honnêtement, au stade où j'étais, soit quelqu'un a confiance en moi et me met vraiment en associé et je travaille, mais je sais vraiment qu'on se parle et on me laisse le droit à la création et là, je peux m'exprimer, même si je suis, voilà, donc en tout cas, je sais que je suis valorisée, que je peux m'exprimer et que je peux avoir des retours. Mais si c'est juste pour être dessinateur et dessiner la conception d'autrui et Mhm. tout, ça me convenait pas. Oh, je n'ai pas trouvé cette boîte-là qui m'intéressait. Et même dans la sous-région aussi, c'était pas non plus, Il n'y avait pas beaucoup de c'était choix. pas non plus quelque chose que j'avais, voilà, j'avais pas identifié. J'avais pas identifié ça. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est de la chose. Si j'avais voulu retourner peut-être en Europe, là, je pense que oui, j'aurais pu trouver des zones et tout, oui. Mais si c'était resté en Afrique de l'Ouest, là, il y a peut-être Afrique de l'Est, etc. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, franchement, il y a personne chez qui j'ai Mhm. forcément envie de travailler. Enfin, avant, j'aurais voulu peut-être travailler chez David Adjaye, chez des personnes comme ça, mais après avoir quitté KD, après avoir vu c'est quoi les gros projets, les intérêts et tout, je vais aller faire quoi chez KD, chez David Adjaye, là? I don't need Tu that, trouves tu vois. que David Adjaye gère de plus petits projets que KD? Non, j'ai des très gros projets. Je dis justement, comme j'ai dit, j'ai des très gros projets. Si c'était que j'étais encore à la recherche de gros projets, j'aurais pu aller chez David Adjaye aussi. Sur des gros projets, par exemple la cathédrale au Ghana, parce qu'ils recrutaient, Mhm. j'aurais pu aller. Mais j'avais pas envie de refaire des gros projets encore et d'être dans de la grosse construction où tu ne fais qu'en fait, parce qu'à ce moment-là, parce qu'il faut savoir en tant qu'archi, qu'est-ce qu'on fait dans la boîte. À ce moment-là, on m'aurait utilisé comme chef de projet. J'aurais déjà de projet, donc il fallait décider les détails. Quelqu'un a déjà fait toute la conception à Londres, il faut venir faire les détails de construire, tout comme ça, et gérer le chantier. Je comprends. Adine Moumamda. Moi, je voulais vraiment être à la base des projets et les Ouais. suivre jusqu'au bout. Mais c'est juste pour venir exécuter la vision de quelqu'un, ça m'intéressait moins. Et à ce côté-là, il y a le côté aussi que moi, j'avais commencé, je voulais aussi avoir la liberté de commencer à me poser des questions. Et avoir la liberté de me poser des questions, c'est pas quelque chose que tu trouves facilement chez tous les architectes. C'est-à-dire, qui va te donner l'opportunité de t'asseoir pour réfléchir avec lui? It doesn't happen often. Tu vois? Donc, en fait, face à tout ça, non, c'était non seulement mon profil personnel, c'est-à-dire donc mes cibilités personnelles. C'est pour ça que je dis, you have to know yourself. C'est-à-dire, you have to know what you like in the field. Tu vas vraiment savoir ce que tu aimes dans le métier. En fonction de ça, tu sais où t'orienter, chez qui aller. Et comme ça, tu peux dire, oh, bah, en fait, j'ai envie d'apprendre telle chose. Ben, je vais chez tel. J'ai envie d'apprendre voilà. C'est bien que, comme on dit, c'est un menu, tu dois composer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler chez les gens comme ça, dans le vent. Il faut dire, non, je veux apprendre la technique. Ah non, je veux comprendre comment il conçoit. Ah, là, tu sais, parce que le métier, comme je dis, le métier est large. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, quand tu vas chez quelqu'un, il faut que tu saches pourquoi tu vas chez la personne. C'est vrai, on veut gagner de l'argent, on veut avoir un bon nom sur le CV, mais il faut aussi qu'on puisse construire nos propres carrières, c'est-à-dire savoir où tu vas, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui est bon chez toi. Et moi, à ce niveau-là, donc face à l'environnement, comme j'ai expliqué, où tu as déjà fait une très grosse boîte, où tu as déjà eu beaucoup de responsabilités et tout, dans cet environnement-là, et maintenant mes choix personnels de pouvoir maintenant me poser des questions, faire de la recherche, réfléchir, avoir aussi la liberté peut-être d'aller dans des conférences, donner des conférences, etc., discuter, etc. C'est pas quelque chose que je suis pas allée faire. Si tu es chef de projet chez quelqu'un, en fait, tu as la liberté de voyager, d'aller, de venir, etc., tu vois. Donc, quand tu prends tout ça en compte, tu choisis ce qui, toi, te convient. Donc, quand j'ai fait toute l'équation, je me suis dit, bon, allez, on se met à son Mhm. propre compte, tu vois. Donc c'est plus comme ça que et c'était pas genre: «Oui, je suis trop forte», non, moi, j'étais comme: «Non, je dois Mhm. encore apprendre». J'étais pas comme: «Non, I know». Non. Moi, franchement, dans l'idéal, je serais restée peut-être j'aurais voulu travailler encore 4 ans en plus, hein. Si j'avais eu le choix, j'aurais travaillé 4 ans en plus. J'aurais pas forcément je me serais pas lancée. Parce qu'il y a des choses que je suis en train d'apprendre là, que j'aurais pu apprendre chez autrui et tu apprends là chez autrui et puis Mhm. tu es moins stressé. Là, tu apprends ça à tes propres frais. Donc voilà. C'est ça qui est bien en stage. En stage, tu travailles, tu fais les erreurs que l'autre te paye pour Mhm. faire des erreurs, en fait. Et tu le fais à Mhm. son temps à lui et toi tu apprends, toi tu gagnes et tu franchement quand j'étais en stage, je trouve ça trop je dis: «Mais en fait,
je travaille sur des vrais projets, je fais des vrais trucs, je fais des erreurs, on me On me paye pour corrige ça. et je suis quand même payée et tout. Oh, Hmm. that's nice! Parce que maintenant, quand tu as ton propre là, tu fais les erreurs, mais les erreurs là, c'est le shorting, ça paye, c'est l'argent qui sort en fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'apprentissage, Hmm. c'est important. Faire des bons stages et tout, c'est très important, vraiment. Parce que tu fais les erreurs. Alors que... Et surtout, tu es guidé pour faire tes erreurs. On te paye pour faire les erreurs. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon stage à Graal, c'est le sentiment que j'ai acheté comme où on me paye pour faire des erreurs. Génial. Parce qu'ils peuvent pas non plus te dire, ah, tu fais mal. Parce que Ouais. tu es stagiaire. On peut pas tout te taper dessus aussi. Non. Tu fais ce que tu peux. Et puis voilà, et puis tu apprends aussi, tu te formes, etc. Donc voilà, donc comme je disais, quand tu es à ton propre compte, si tu as travaillé pour des gens, même tu as travaillé pour la personne, donc tu as fait des erreurs pour le compte de la personne. Même si tu as la responsabilité professionnelle, etc., évidemment, tu peux pas mal faire ton travail. Mais quand même, c'est pas toi qui prends la responsabilité, tu es Hmm. couvert par quelqu'un. Sinon, si c'est trop chaud, on a qu'à appeler monsieur Kofi, on pas Ouais, appeler Femi, tu je vois. comprends. Non, lui peut appeler moi après m'insulter. Donc, là, c'est lui Ouais. qu'on va appeler. Alors que là, bah, c'est moi-même, tout ce que je fais, je me Hmm. mange, en fait. Je te mange ça directement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vrai, on se dit, en fait, à son propre compte vite. Ah, c'est génial et tout. Si on peut prendre son temps aussi, il n'y a pas. C'est bénéfique aussi. Faut vraiment Hmm. jauger, Je quoi. comprends. Hmm. Faut vraiment jauger. Voilà. Moi, c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que. Et comme je disais aussi, j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie de faire dans le métier et comment je voulais faire le métier. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller dans... Qu'est-ce que je vais Hmm. inventer dans le métier? Mais qu'est-ce que je vais... Apporter de plus. ce sera quoi ma niche? Qu'est-ce que ce sera quoi ma niche? Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, tu prends des décisions qui sont en accord avec ta personnalité, avec ce que tu peux faire, avec tes intérêts pour le métier, etc., Ok. etc. Donc, c'est comme ça. Et aussi, c'est au fil de rencontres, de conférences. J'avais été invitée à une conférence au Ghana, à African Future Institute. Donc, j'ai discuté avec eux. J'ai rencontré Cave Bureau. On a discuté avec Abagé. Il m'a parlé beaucoup. Enfin, voilà, c'était vraiment... j'ai rencontré des skis locaux. On a discuté. Enfin, c'était vraiment petit à petit, quoi. Après, j'avais aussi une collègue, une amie à moi, Nzinga, à Dakar. Elle me racontait aussi ce qu'elle faisait. Je voyais qu'elle arrive à faire de l'architecture de terre. Elle arrive à faire aussi... elle a fait des projets de recherche aussi. Euh, voilà, donc en fait, voilà, à force de parler un peu à gauche, à droite, je voyais un peu qu'est-ce que les gens faisaient. Évidemment, tu regardes aussi des gens aussi comme Francis Kéré, David Jai, qui a aidé, comment ils ont construit leur carrière. On se dit, bon, par quel chemin je vais passer, qu'est-ce qui me convient, voilà, qu'est-ce que j'ai en soi, c'est quoi mes intérêts, qu'est-ce que je vais raconter. Tu regardes aussi des gens, moi je me rappelle, c'était qui Sou Hmm. Fujimoto. Je crois qu'il avait dit que j'ai rencontré en conférence et puis il m'a dit que quand il était diplômé en école d'architecture, il est resté 7 ans à la maison à ne rien faire. Enfin, 7 ans à ne rien faire. Pas 7 ans à ne rien faire, mais 7 ans sans avoir vraiment des clients formels. Euh, C'est-à-dire qu'il a travaillé ok. pour son Ah, son père. père aussi était Ouais, architecte. il a fait une clinique. Non, il a fait une clinique psychiatrique pour son père, une Ok. extension de clinique pour son père. Mais du coup, il est resté à la maison. C'est-à-dire justement, je crois que Kengo Kuma était déjà là. Et il n'a pas voulu Hmm. travailler chez Kengo Kuma. Il a dit non, il veut pas être chez Kengo Kuma. Il a dit non, moi je veux juste être posé Kengo là. l'avait dragué et il a refusé, c'est ça? Non, même pas. Non, mais c'est juste pour dire, enfin, euh, quels grands Oui. archis il y a dans sa zone. Il se dit non, quand je sens des quand je vais chez tel et chez tel. Lui, il était comme non, non, gonna go nowhere. Donc il est resté posé là. Et puis, il est rentré chez ses parents. Les gens ne comprenaient pas Hmm. qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il faisait ça. Et du coup, il était là. En fait, c'est pas qu'il ne faisait rien, hein, Il mais il construisait. travaillait, mais il travaillait pour lui, Oui. il dessinait, il réfléchissait, il construisait son truc et tout. Et c'est après peut-être 4 5 ans que son père lui a convié, quand père je sais pas si lui-même il avait travaillé dans une clinique psychiatrique, il fallait faire une extension. Et donc, il a fait un hôpital, il a fait l'extension de l'hôpital psychiatrique. Et c'est son premier projet. Il a fait un deuxième projet. Il a construit maintenant, il a fait une extension. Après, il a construit d'autres unités aussi pour le même hôpital. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé à avoir ses projets. Mais le mec, il est resté 7 ans À attendre posé. d'avoir le bon projet. Sans... Oui, non pas sans avoir le bon projet, mais je veux dire sans se dire, ah, je vais ouvrir une pratique, ah, je vais être archi, ou bien, ah, je vais aller travailler chez Kengo, je vais aller travailler chez tel ou chez tel gros archi et tout. Moi, je me rappelle, j'étais à une conférence à l'ESA, je crois l'année dernière, elle est bien un an ou deux. C'est là, on a parlé et puis
Il nous a raconté un peu, son parcours et il a raconté un peu son Mmh. truc quoi, tu vois? Donc quand j'étais surprise forcément, mais je me posais la question, je me dis: «Bah, si Fujimoto est resté, posé chez lui, qui je suis? C'est Pour être clair, pressé? c'est clair. Je n'ai qu'à prendre mon temps et réfléchir et puis petit à petit les choses vont, se mettre en place, quoi».